Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la structuration des données, notamment en développant la notion d'élément de codage élémentaire, le bit, et nous allons voir comment s'organisent les données, des data au fameux big data. Alors je vous en souhaite une bonne consultation. Allez, c'est parti. Dans l'organisation des données, il y a le mot données qui donne en anglais data. Alors ces data, c'est la plus petite, en quelque sorte, information qui ait du sens, celle qui va pouvoir être exploitée soit à l'intérieur de la base de données, soit à l'extérieur par un logiciel qui va essayer de les faire parler. Alors ces data, elles peuvent être par exemple quantitatives. Par exemple, vous avez le nombre ou la mesure 9,725. Vous devinez ou vous suggérez ou vous savez que c'est en mètres, et donc il s'agit par exemple d'une hauteur. Donc l'information qui va être codée, c'est 9,725. C'est une data, hein, et elle devient information que si elle est associée à une unité ou si on commence à savoir quelle est sa destinée, son historique, qui l'a mesuré, bref, avoir une certaine confiance en cette data, une certaine une quantité d'éléments qui précisent cette donnée, eh bien cette donnée devient une information. C'est les informations que l'on exploite. Donc ces data peuvent être quantitatives et peuvent être aussi qualitatives, comme sapin, qui est une chaîne de caractères qui correspond à l'arbre dont on a mesuré la hauteur, ici 9,725 mètres. Ça peut être autre chose que des mètres d'ailleurs. Bon, alors ces data, elles sont souvent codées en groupes de 8 bits, c'est historique, je vais vous expliquer pourquoi, qu'on appelle aussi mot machine ou octet. Octet comme un groupe de 8 éléments de base. Et ces éléments de base, c'est les bits. C'est-à-dire qu'on a une unité d'information, la plus petite unité de codage de l'information au sens large, qui va être possible. C'est un codage donc binaire. Alors ce codage binaire, il est fondé sur quoi? Eh bien, finalement, sur le fait qu'à 1, le courant passe, hein, c'est-à-dire que vous voyez qu'on a besoin de courant électrique, d'énergie pour faire fonctionner un ordinateur, hein, donc tout ce qui va être dépendant d'un ordinateur. Donc 1, le courant passe, et 0, le courant ne passe pas dans le circuit. Donc à partir de cet élément de base qui est le fait qu'un courant électrique alimente d'abord un circuit électronique, eh bien, nous avons la possibilité de coder une donnée ou une data ou une information comme une suite de 0, 1, de 0 et de 1 dans l'ordinateur. Donc, nous sommes en plein codage binaire, c'est-à-dire en base 2. Alors, on va essayer de voir comment ça fonctionne, ce codage binaire. Alors, vous voyez, j'ai mis des cases, 2 puissance 0, la deuxième case, en partant de la gauche, c'est 2 puissance 1, puis ensuite 2 puissance 2, 2 puissance 3, jusqu'à 2 puissance 7. Nous avons donc ici 8 cases qui correspondent à ce codage, on va dire, historique sur 8 bits, qu'on appelle aussi le byte ou l'octet, hein, et qui n'est plus d'époque. C'est-à-dire qu'à notre époque, vous voyez, on a très vite dérivé sur les 16 bits, 32 bits, et puis maintenant, on est en 64 bits de base, et on a quelquefois, notamment pour certaines consoles de jeux, du 128 bits qui est disponible, et certains ordinateurs. Alors, on reste encore sur le 64 bits de base parce que de nombreux logiciels ont été développés en 64 bits et en 32 bits, mais il faut savoir qu'il y a compatibilité ascendante, c'est-à-dire ce qui marche en 64 bits marche également pour le 32 bits, hein. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger votre version 64 bits sur un 32 bits, il fonctionnera. Par contre, si vous téléchargez une version 32 bits sur votre ordinateur 64 bits, il ne fonctionnera pas, ou il fonctionnera très mal, ou il sera très lent, hein. Donc, peu importe, je vous expliquerai un petit peu comment s'organisent les choses, et on va comprendre ce codage sur un mot machine ou un byte qui est composé donc de 8 cases. Alors je compte, 2 puissance 0 c'est la première, et forcément 2 puissance 7 c'est la dernière. C'est une convention. Donc il va y avoir un découpage d'un espace
destiné à recevoir de l'information dans l'ordinateur. Ça peut être votre disque dur, ça peut être la mémoire vive, ça peut être une PROM, ça peut être une carte spécifique, ça peut être une clé USB, bref, tout ce qui est disposé à recevoir de l'information, nous avons déjà parlé dans le cours introductif, va pouvoir être découpé de façon conventionnelle et de façon automatique en groupe de 8 bits. Simplement, il faudra, ou de 16 bits, ou de 32 bits, ou de 64 bits, il faudra simplement dire d'où démarre ce codage et où il s'arrête. Alors, ça veut dire que lorsque l'on va mettre des choses dans ces cases vont correspondre à des puissances de 2. Alors, regardons comment ça se passe. Donc ça, c'est le principe du codage ASCII. Je le répète encore, c'est un codage historique qui vient de la faible capacité de stockage de l'information des premiers ordinateurs. 8 bits, c'était déjà énorme pour eux. Et donc, ça suffisait pour coder l'essentiel de l'information. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Donc, il s'agit du principe de l'American Standard Code for Information Interexchange. Et donc, vous voyez que cette Information Interexchange est maintenant une norme internationale et que vous voyez apparaître American en premier. C'est-à-dire que vous êtes dans les années 60 et donc les anglo-saxons ont mis la main sur tout ce qui va être codage informatique, d'où la difficulté dans la diffusion des informations et le partage des informations, de laisser des accents ou des signes trop particuliers qui correspondent, par exemple, à nos alphabets latins accentués ou l'alphabet grec ou d'autres choses encore, que sais-je, alphabet russe, etc., etc. Pour ne citer que. Donc, comment ça se passe? Là, vous voyez, pour coder le 0, on va mettre tous les cases, c'est-à-dire les bits en anglais à 0. Et nous avons ici 0 de puissance 0, plus, c'est ça la convention, 0 de puissance 1, plus 0 de puissance 2, plus 0 de puissance 3, etc., plus 0 de puissance 7. Cette addition va bien faire 0. Alors, il faut se rappeler que 2 puissance 0, c'est par convention mathématique égal à 1. D'accord? Donc, si j'ai une case qui est mise à 1, j'ai 1 fois 2 puissance 0 qui va donc valoir 1 fois 2. Donc, vous avez, pardon, 1 fois 1, je vais dire des bêtises à force, 1 fois 1, c'est-à-dire que vous avez codé 1 en mettant tous les bits à 0, puisque tout s'additionne avec des zéros, sauf le dernier bit à 1, puisque vous allez avoir 0 plus 0 plus 0 plus 0, chacune étant affectée de sa puissance, plus 1 fois 2 puissance 0. Et donc, l'idée, c'est que le codage binaire, comme ce que vous avez appris à l'école, va continuer et vous pouvez écrire ici que 2 se code de la façon suivante. Vous mettez à 1 le bit correspondant à la case des 2 puissance 1 et vous avez donc 1 fois 2 puissance 0 plus 0 fois 2 puissance 0, pardon, 1 fois 2 puissance 1 plus 0 fois 2 puissance 0, ce qui donne bien 2, tout le reste étant mis à 0. Alors vous voulez voir 3 ? 3, vous rajoutez 1. Vous avez compris que si on agit ainsi de la sorte, nous pouvons coder de la plus petite valeur, c'est-à-dire 0, jusqu'à la plus grande, c'est-à-dire mettre des 1 partout ici. Et en mettant des 1 partout ici, c'est l'équivalent de mettre, si on avait une 9e case ici, un 1 au départ avec que des 0, et de retirer 1. C'est-à-dire qu'on aurait ici 2 puissance 8 moins 1, c'est-à-dire 128 moins 1, pardon, 256 moins 1, c'est-à-dire 255. Donc, on a 256 possibilités de codage qui vont de 0 jusqu'à 255. Et ce 0 jusqu'à 255, ça nous donne bien 256 possibilités. Alors, nous pouvons coder de moins 128 à plus 127. Ça aussi, c'est une possibilité. Et on passe par 0, d'où cette dissymétrie. Ou de moins 127 à plus 128, on passe par 0, d'où cette dissymétrie. Mais en général, on code de moins 127 à plus 128 en passant par 0 parce qu'on appelle des entiers courts. Donc, vous voyez déjà des notions de format qui apparaissent. Alors, regardons comment on peut coder un caractère spécial qui dépasserait le fait que l'on ait codé pour une valeur précise, 0 ou 1, et intéressons-nous au caractère A, qui correspond donc au code 65 décomposé en binaire. Alors, 65 s'écrit, 2 puissance 6, ça fait 64, donc on va affecter un 1 à ce 2 puissance 6, et il faut rajouter 1 pour avoir 65. Donc ça va être le dernier bit qui va être mis à 1. Donc on a tous les bits qui sont à 0, sauf
l'avant-dernier et le dernier. Pardon, sauf le deuxième et le dernier. C'est-à-dire que nous avons bien ici 0 de puissance 7, plus 1 fois 2 puissance 6, plus 0 fois 2 puissance 5, plus 0 fois 2 puissance 4, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0, de puissance 0, qui nous donne bien ce codage, c'est-à-dire 65. Et 65, c'est le code du caractère A majuscule. Alors on peut coder comme ça pas mal de choses, et c'est fondé sur le vrai code ASCII que j'ai fait figurer à gauche ici, où vous voyez ici en décimale la valeur. On retrouve ici le caractère 65 que je vous ai décomposé en troisième colonne, là, vous voyez deuxième position, le 65 qui correspond au grand A, et puis vous avez le grand Z qui correspond à 90, le grand N à 78, mais vous avez les lettres minuscules, tiens, petit a c'est 97, petit z c'est 122, et puis bien sûr certains signes de ponctuation, même tous les signes de ponctuation, vous reconnaissez ici le point d'exclamation, vous avez le point d'interrogation ici en caractère 63, des opérateurs, comme par exemple inférieur, égal, supérieur. Alors supérieur ou égal ou inférieur ou égal n'existe pas en codage. Il faut donc, pour faire inférieur égal, en informatique, coder l'inférieur et le faire suivre de égal. Donc c'est deux caractères et non pas un seul. Et puis là, vous avez par exemple tous les signes qui vont correspondre aux opérations qu'on a l'habitude de faire, multiplication, signe d'astérix, addition, soustraction, division, et puis la virgule flottante ou le point flottant si vous êtes dans la notation anglo-saxonne. Vous voyez que déjà, avec 128 unités de codage qui vont de 0 jusqu'à 127, on peut coder tout ce dont un Américain de base ou un anglo-saxon de base a besoin. Après, vous avez un ASCII étendu qui va permettre de coder des choses qui sont usitées assez souvent dans d'autres pays, comme par exemple notre CCD, notre E accent circonflexe, mais également des lettres comme le point d'interrogation à l'envers, espagnol, le tilde sur le N, et puis des caractères qui se voient de moins en moins fréquemment chez nous, mais qui sont utilisés en informatique, comme par exemple eh bien, le 255, qui doit être une marque de fin de fichier et qui ne correspond à rien du tout, parce que le caractère fin de fichier est une marque conventionnelle et ça n'a pas de signe, d'accord? Vous voyez même le mu apparaître, donc là vous avez la possibilité de travailler sur un clavier ASCII, là, vous voyez, avec pardon, AZERTY, je vais dire le bon mot à force. Hein. Donc, on a déjà pas mal de besoins qui sont couverts avec ce codage, puisque de A à Z, 26 caractères, c'est fait. De grand A à grand Z, 26 caractères, c'est fait. 0 à 9, les chiffres. Hein, rappelez-vous que chiffres, ça se traduit par figures en anglais. Et figures, ça veut dire que vous avez des images. Hein, ce ne sont pas des nombres. Avec ces images, vous fabriquez des nombres. Hein, je vous en avais déjà parlé. Vous avez les signes de ponctuation. Bon, disons que vous en avez au moins une dizaine, hein, des opérateurs arithmétiques dont j'ai parlé, que j'ai balayé, n'oubliez pas la puissance, hein, nous avons par exemple une vingtaine, les caractères souvent rencontrés comme et, pourcent, dollar, etc., etc. Alors vous voyez, à cette époque, l'euro n'existait pas, donc il ne figure pas dans l'ensemble. Le yen, je ne sais pas s'il figure le yen, mais je ne crois pas non plus, hein, c'est un truc étendu. Et puis vous avez les fameux CTRL-C, CTRL-X qui sont utilisés. Bref, avec ce codage hyper simple sur 8 cases, fondé sur le binaire 0 et 1, chacune des cases correspondant à une puissance de 2 dans un découpage en 8 bits, eh bien vous avez de quoi satisfaire n'importe quel codage de base dans un clavier AZERTY ou dans un clavier Quartz en allemand ou dans un clavier, bien sûr, ASCII QWERTY en anglais. Bon, alors, vous voyez, ce codage ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai déjà fait voir cette image. Hein, vous vous souvenez, c'est le fameux UNIVAC, puisque les Américains, et vous comprenez bien que 6 bits, c'est suffisant, puisque 6 bits, ça va nous amener sur 64 caractères. 64 caractères, non, 6 bits, excusez-moi, ça va jusqu'à 2 puissance 5. Ça fait moins, hein, ça fait 63. Hein. Ben 63, à l'époque, ils avaient de quoi coder les lettres,
les chiffres. Et puis, c'était un grand maximum, hein, ça leur avait coûté déjà énormément. Alors, peut-être qu'ils n'avaient pas les majuscules, hein, sur Civit, et très rapidement, ils se sont aperçus que même si les premiers ordinateurs pouvaient fonctionner sur Civit, c'était la croix à la bannière, et qu'il fallait passer au moins à 8 bits pour pouvoir parler de mots machine indépendants. Et alors, ne confondez pas, un mot machine va générer un caractère. Eh ben, un mot machine, c'est ça, c'est cette fameuse carte. Vous voyez, vous reconnaissez les positions dans lesquelles on peut faire apparaître un trou. Sur cette carte, il n'y en a pas, mais vous pourriez faire apparaître un trou. Et si j'avais fait un trou, là, vous voyez, sur le code, sur l'emplacement 65, eh bien, j'aurais codé pour la lettre grand A. Et donc, cette carte, très polluante, m'aurait donné donc la lettre grand A. On va essayer de comprendre que eh bien, il y a des gens, et notamment des femmes, qui ont contribué à cet aspect algorithmique et qu'il faut remettre à l'honneur. Alors, je vous avais parlé de Ada Lovelace, qui est la fille de Lord Byron, qui est un grand poète, hein, et elle a fait des maths, elle s'est intéressée aux maths parce que son père voulait surtout pas qu'elle finisse comme elle, comme lui, c'est-à-dire dans la misère de la poésie ou dans la non-reconnaissance du monde de l'écriture. Donc, cette jeune femme, hein, puisqu'elle est morte assez jeune, elle est morte à 37 ans, je crois, elle a imaginé dans les années 1842, comme je vous l'ai dit, le premier algorithme, dont voici un facsimilé, vous voyez ici, qui permet de générer les fameux nombres de Bernoulli. Et d'ailleurs, voici la machine de Baggage qui pouvait générer ces nombres et qui était programmable par ces algorithmes. C'est-à-dire qu'il y avait une séquence d'instructions à réaliser mécaniquement, vous voyez, il y avait des molettes ici, qui permettaient d'arriver à un résultat fort complexe grâce à ce mécanisme qui était associé à ce qu'on appelle la machine analytique de Baggage. Alors, on l'a souvent appelé machine analytique parce qu'avant d'être concrétisé par un prototype, il s'en est écoulé du temps. C'est-à-dire que c'était d'abord une machine imaginaire et il a fallu que Baggage en réalise un premier prototype qui n'était pas sensationnel et que des personnes juste après réalisent des prototypes fonctionnels. Donc il y a eu quelques éléments qui ont fonctionné. Et puis progressivement, le télégraphe est arrivé, l'électricité est arrivée, les premiers automates sont mis en place et l'historique de l'informatique a pris son cours pour arriver, comme je vous l'ai montré, jusqu'aux machines Enigma dans les années 30, puis 40, et enfin la fameuse bombe de Turing, puis l'UNIVAC. Alors, je ne voulais pas montrer la bombe de Turing parce qu'on n'est pas là pour faire un cours sur l'informatique non plus, mais vous pouvez regarder à quoi ressemblaient les premiers ordinateurs. C'est assez impressionnant et ça faisait déjà pas mal de choses. Alors donc, Ada Lovelace, elle est à l'origine donc finalement de la notion d'instruction, c'est-à-dire le fait que ce soit dans une base de données ou que ce soit dans un programme, les choses s'effectuent dans un certain ordre et donc chaque instruction réalise un calcul de base ou réalise un traitement de base et c'est d'instruction en instruction qu'on va réussir à faire une recette, une mise en scène, quelque chose qui va nous permettre de faire un traitement assez élaboré ou assez complet. Alors évidemment, ces instructions sont mises dans des algorithmes, puis dans des programmes, et vont générer donc des données, et les données vont être elles-mêmes véhiculées dans des variables. Alors tout ceci, on va retrouver ça forcément dans une base de données, parce que la notion de données est indissociable de celle de variable, et donc eh bien, il faut savoir que votre programme a besoin d'un substrat numérique et textuel pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle les entrées. Donc ce substrat, c'est-à-dire l'information de base, que va traiter le programme pour donner des résultats que nous appelons les sorties. Donc vous voyez, grâce à la formalisation de Ada Lovelace, alors il faut quand même tirer son chapeau parce que 1842, et puis elle était jeune à l'époque, hein, elle avait 27 ans, si je ne me trompe pas, hein, eh bien, en 1842, eh bien, on avait déjà toutes les bases de cette notion de des entrées sont processées par un programme ou un algorithme pour arriver à des résultats que nous appelons des sorties. Alors, puisque je reste dans le domaine des femmes et qu'on ne leur fait pas souvent honneur, hein, dans ce monde scientifique, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, je voudrais aussi
tirer mon chapeau à des femmes qui ont marqué les programmes spatiaux américains, notamment eh bien, Margaret Hamilton, qui est encore de ce monde, et tant mieux, et qui a donc 84 ans maintenant, et qui a largement contribué à concrétiser le programme spatial Apollo. Et enfin, la fameuse team, la Magic Team, comme je l'appelle, qui a donné d'ailleurs une idée d'un film qui s'appelle Des figures de l'ombre, que j'ai eu le plaisir de voir, et qui retrace la vie de ces 3 informaticiennes dans les années 50-60, qui non seulement étaient de brillantes mathématiciennes, mais ont été des cracks en algorithmique, et qui ont permis de faire en sorte que des choses soient inventées de zéro pour faire partir une fusée, non pas sur quelques centaines ou quelques kilomètres, mais sur 400 000 kilomètres pour rejoindre la Lune. Et croyez-moi, c'était un sacré challenge, c'était vraiment pas évident. Et surtout que quand on pense que c'était à l'époque de la ségrégation. Donc à toutes ces femmes, je dis chapeau bas, parce que quand on a l'occasion de le faire, il ne faut pas le rater. Et je vous l'ai déjà dit, dans le domaine qui est le mien, par exemple la cristallographie, Rosalind Franklin a été souvent ignorée au profit des Watson Crick, et je crois que l'histoire, heureusement, revisite les choses, et nous devons beaucoup à ces femmes pour tous les programmes et toutes les bases de données que nous utilisons. Revenons donc à nos moutons. Eh bien, vous avez compris que les données sont des datas tant qu'elles n'ont pas en quelque sorte une connotation historique et une connotation unitaire. Est-ce que le 9775 correspond à quelque chose qui est la taille d'un homme? Certainement pas. La taille d'un arbre, ça devient intéressant. Donc ça devient une information, et il faut vraiment qu'il y ait une unité derrière pour qu'on puisse parler de cette information et pouvoir la traiter. Eh bien, cette information est découpable. Ça ne veut pas dire qu'elle est découpée de facto en groupes de 8 bits. Je vous les vais voir comment. On parlera aussi des chaînes de caractères, c'est-à-dire plusieurs caractères associés l'un à l'autre, si on en a l'occasion. Et vous verrez qu'il faut plusieurs mots-machines pour réaliser un mot de la langue française ou de la langue anglaise ou de la langue que vous voulez. Donc, cette unité d'information, qui est le bit, va permettre de coder notre information. Alors, d'accord, on a une information isolée, mais on aimerait bien parler d'individus. Et ces individus vont sûrement être caractérisés. Individu au sens large, ça peut être un objet, ça peut être un homme, ça peut être un animal, ça peut être une entité, ça peut être un produit financier, ça peut être un pays, ça peut être une parcelle polluée, ce que vous voulez. Eh bien, ces individus vont avoir plusieurs caractéristiques, plusieurs attributs, et on va retrouver ça dans la notion d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on va avoir donc des enregistrements codés découpables en champs, c'est ce que j'ai mis en bas là, et c'est-à-dire que ces champs correspondent aux données qui caractérisent les individus, c'est-à-dire les attributs, on dit souvent dans une base de données. Alors, donc, il faut comprendre l'individu au sens large et que cet ensemble d'informations sont uniques et, si possible, indépendantes pour pouvoir caractériser proprement un individu. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne. Eh bien, si nous nous intéressons à un individu, là, je suis en data. Là, vous voyez, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. C'est de la data, ce n'est pas encore de l'information. J'ai une première info qui est 00001, sûrement un code. Sapin, c'est sûrement le nom d'un arbre, on s'en doute. Dièse 133, mystère et boule de gomme. 935, on ne sait pas trop. 1,23, on ne sait pas trop. Et bon, on ne sait pas trop. On voit qu'il y a des séparateurs, ça c'est intéressant. Et ça prend tout son sens que si nous avons d'autres individus qui sont disponibles avec leur information, et si bien sûr on dispose des identificateurs des champs. Donc effectivement, là on repère que le titre de la première colonne en puissance, c'est ID, donc identificateur, donc c'est un code numérique. Vous savez que les bases de données repèrent des individus souvent par code numérique. Et puis vous avez ici le type d'arbre. Donc on voit ici un sapin, un bouleau, un pin, et puis en troisième catégorie d'information, c'était le numéro de la partielle, donc forcément une adresse, dièse 133, 0195, qu'on peut retrouver soit sur une autre famille d'informations, soit sur un cahier, soit sur convention, soit sur une doc technique qui nous renseignera qu'est-ce que c'est que ce dièse 133, évidemment. Ensuite, vous avez la hauteur.
à condition de savoir quelque part, oui, ça manque, hein, ici, on apprendra à le faire, quelle est l'unité associée à cette hauteur. Donc, une petite colonne avec unité et mètre, mètre, ça serait pas mal aussi. Ici, la circonférence, même remarque pour l'unité. Et puis, un état de l'arbre, oui, s'il est en bon état, s'il est en bonne santé, si l'état est moyen. On se doute que derrière, il y aura peut-être une idée de gestion de ces arbres pour pouvoir les maintenir, ou plutôt les couper ou les éliminer si jamais ils représentent un danger pour la parcelle ou la forêt dans laquelle ils sont considérés. Alors bien sûr, ça, c'est les identificateurs, et puis vous avez les champs en eux-mêmes, les data, les données, qui sont les valeurs que vous trouvez à chacune de ces catégories d'informations. Par exemple, 003, ça c'est le champ ID du troisième individu. Par exemple, bon, c'est le champ état du premier individu. Et puis, que sais-je encore, boulot, c'est le champ arbre du deuxième individu. Notons encore quelque chose, vous voyez qu'il y a des séparateurs de champs qui sont toujours les mêmes, hein, toujours, toujours. Ici, c'est point-virgule. Alors nous, en Europe, point-virgule, on l'utilise très très peu. Aux États-Unis, parce que la virgule est utilisée aussi pour les séparateurs de décimales, hein. Aux États-Unis, eux, ils vont utiliser plutôt la virgule comme séparateur de champ. Donc, vous voyez, les fichiers qui vont être dits CSV vont avoir différents formats en fonction des personnes qui vont les employer. Soit ce sont des personnes de culture anglo-saxonne, soit des personnes de culture latine ou autre. Et donc, il va y avoir des séparateurs de champs qu'il va falloir bien intégrer dans la récupération de l'information. On va essayer de voir comment on va pouvoir récupérer une information texte, par exemple en Excel. On ne fera pas un tour long dans Excel, ne vous inquiétez pas. Et comment on pourra récupérer cette information texte dans Access. Donc là, vous avez reconnu que chaque ligne correspond à un enregistrement découpé en champs avec des identificateurs de champs. Vous avez des séparateurs de champs et enfin qu'il faut bien faire attention à définir le séparateur de décimales. Donc voilà un petit peu ce qui nous intéresse quand on parle de enregistrement. Bien, alors dans les enregistrements, il faut comprendre que cette notion va nous faire découper l'information en lignes et en colonnes. Alors, si on regarde ce découpage, je l'ai fait dans la dernière dia que j'ai affichée, ça ne s'est peut-être pas vu, hein, je suis passé de identificateur de champ à variable. Eh bien oui, chacune des colonnes correspond à une variable. Par exemple, on peut parler de la variable hauteur, dont les modalités, les valeurs rencontrées sont respectivement 9,35, 8,21 et 12,56 sur cet échantillon d'individus. Hein, d'accord? Donc, effectivement, vous voyez que vous avez un découpage des fichiers, de l'information, donc des bases de données, en lignes et en colonnes. Chaque ligne correspond à un individu différent avec ses attributs, donc les valeurs qui le caractérisent, pour les variables qui sont considérées. Et vous voyez que nous avons rempli toutes les informations nécessaires, mais il pourrait très bien se faire qu'il y ait des vides, ça peut arriver, et dans ce cas-là, nous parlons d'informations manquantes, et cette information manquante est un gros problème dans les bases de données. On verra comment on pourra solutionner ce problème en essayant de travailler sur la méthode des plus proches voisins ou des k-means ou de la régression linéaire multiple. Qu'on ne pratiquera pas, hein. Je vous expliquerai simplement le principe, mais on ne le fera pas, rassurez-vous. Donc, la notion de ligne individu et colonne variable est généralisable à cette notion de fichier qui va servir de base de données. Tous les fichiers ne sont pas des bases de données en puissance, vous le savez. Bien. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer avec ces bases de données? Eh bien, comme l'information est constituée, nous allons avoir des bases de données qui vont contenir un ensemble de data qui correspondent à un nombre quasiment illimité de variables, hein, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire comme travail.
à une diversité de types qui est tout à fait logique de rencontrer dans une base de données. On va rencontrer différents types et il n'est pas nécessaire de dire que nous allons rencontrer une base de données de variables numériques. Non, il y a des données de tout type qui peuvent se mélanger dans une base de données. Simplement, elles sont structurées et comme vous l'avez vu, ces types sont bien mis les uns derrière les autres. Alors tant pis si on tente de mettre bon, là, vous voyez à la place de sapin, et sapin à la place de bon, bah, la base de données, elle sera d'accord, parce qu'elle a une correspondance en type, hein, elle voit que c'est du chaîne de caractères, mais ça n'aura aucun sens. Évidemment, il faudra surveiller l'entrée des données, vous êtes bien d'accord. Bon, alors du coup, l'idée, c'est que la base de données doit être utile. Et si elle est utile, c'est en essayant d'extraire une partie de son information à l'aide de requêtes. Cette partie de l'information extraite peut être conservée dans la base de données ou mise elle-même dans des fichiers indépendants. Et c'est cette information qui va être externalisée, puis analysée par un programme pour délivrer des connaissances. Et donc, vous voyez, c'est un couple base de données avec les requêtes, analyse par un programme qui va nous faire passer des données brutes jusqu'aux connaissances qui vont nous permettre de prendre une décision, par exemple, ou d'avoir un nouveau modèle. Donc, vous savez qu'en environnement, c'est légion, c'est des choses qui arrivent souvent. Prise de décision, eh bien, on a une base de données sur la pollution, on essaye d'extraire des informations et on essaye de voir tout de suite si on doit évacuer une population en fonction des données qui sont rassemblées, peut-être sur une région, dans un pays donné, etc. Connaissance ou modélisation, on essaye de voir comment la pollution diminue, par exemple, au large des côtes bretonnes suite à l'échouage d'un bateau sur un rocher. Donc on va avoir une modélisation qui va nous laisser espérer une décroissance exponentielle due justement à la dilution, aux animaux fouisseurs, aux animaux de surface qui vont filtrer et bien sûr aux mesures qui vont être prises en urgence pour arriver à un timing de la dépollution et peut-être à une reconsommation du poisson. Donc ça, c'est une modélisation. Bien. Alors l'extraction se fait donc au sein de la base de données par des requêtes, hein, les fameuses requêtes. Et puis, on va utiliser des logiciels extérieurs pour faire par exemple une analyse statistique ou faire des prédictions par le machine learning. Le machine learning, c'est un ensemble d'outils destinés à faire des prédictions, je vous en reparlerai, en utilisant donc ces logiciels extérieurs pour arriver à ces connaissances. Et ces connaissances peuvent nous amener à des liaisons entre informations, ce qu'on appelle des liaisons entre variables. On peut en citer une dans mon exemple, par exemple. Est-ce que finalement, quand on analyse les choses, la circonférence est corrélée, vous connaissez ce mot-là, eh bien, à la hauteur de l'arbre, à condition de, hein, dans le modèle, considérer, par exemple, des résineux, comme par exemple le sapin et le pin ou dans d'autres types d'arbres, type peuplier au bouleau, est-ce que nous avons une autre relation qui s'établit ou une autre corrélation entre la circonférence et la hauteur? Donc voilà un type de relation simplissime que j'ai mis, que j'appelle liaison entre variables. Et donc l'idée de l'établissement de ces bases de données, l'idée de ce que l'on veut réaliser, ce que vous allez faire dans votre projet, c'est d'exploiter cette base de données pour arriver à la notion de relation de cause à effet. Tiens, on a effectivement remarqué quelque chose, et est-ce qu'il n'y a pas une autre chose, une cause qui pourrait expliquer ce que l'on a observé? Et donc cette relation de cause à effet est un vœu pieux, vous le savez, nous n'avons pas de preuves formelles, et nous arrivons à des modèles plus ou moins fiables et plus ou moins précis qui nous donnent une certaine confiance dans les relations de cause à effet qu'on a, notamment déjà, est-ce qu'on a assez de données pour faire ce genre de modélisation? Bien, alors regardons un autre type de modèle, par exemple un fichier de notes. Donc là, vous voyez nom, prénom, matière, coefficient note dans un fichier texte. On reconnaît l'entête, les identificateurs de champs, on reconnaît bien sûr les enregistrements, les champs. Vous voyez que ça peut être de nature complètement différente. Et là, il ne faudra pas s'en mêler les crayons avec les séparateurs de champs et les séparateurs de décimales. D'accord? Ça devient un petit peu complexe. Donc, on a la notion d'enregistrement qui est une compilation finalement d'infos relatives à un individu donné, hein, et puis vous devez vous rendre compte que vous avez
un enregistrement par individu. Le découpage, on l'a déjà donné. Chaque champ qui compose l'enregistrement correspond à cette fameuse data que j'ai évoquée, c'est-à-dire on peut dire une valeur pour la variable qui est associée à ce champ ou qui décrit ce champ. Donc, un enregistrement regroupe des informations de différents types qui peuvent être propres à un individu pris au sens large. Alors l'individu, du coup, là, on va crâner un peu, pris au sens large, c'est ce qu'on appelle une unité statistique. Bah, évidemment, on parle de statistiques, on n'est pas obligé de faire des grands calculs pour savoir que les statistiques, c'est déjà simplement décompter, faire la somme des individus, c'est déjà faire des statistiques. Eh bien, on peut décompter que des choses qui sont réduites à un état élémentaire. Et l'élément en statistique n'est pas l'élément de codage, vous avez compris. L'élément en statistique, c'est l'individu. L'élément de codage, c'est soit la data, soit le bit en informatique. Donc oui, il ne faut pas confondre, d'accord, entre l'unité statistique et l'unité de codage. Ça, c'est très, très, très important. Et donc, nous pouvons travailler en sciences, en technique, faire des descriptions. Il faut faire attention, bien sûr, à l'aspect contextuel. Nous pouvons réaliser des enquêtes. Tout ceci va être mis dans des bases de données. Et donc, nous parlons dans des bases de données d'observation, ou bien des choses que nous avons mesurées, ou bien de caractéristiques que l'on a récupérées et qui correspondent à l'individu qui nous intéresse, de paramètres. Et puis, nous pouvons aller chercher dans les archives. Du coup, tout ceci nous fait dire qu'il faudra bien contrôler l'origine de ces informations, ce que j'appelle la source, pour pouvoir y attacher une certaine crédibilité, une certaine précision, et donc savoir si nous allons pouvoir effectivement y mettre un modèle derrière, c'est-à-dire si nous allons pouvoir effectuer une analyse de ces données en toute confiance pour arriver à un modèle qui va être correct et non pas un modèle biaisé, un modèle faux parce que nous n'aurons pas pris les bonnes valeurs. Prenons par exemple un exemple, les mesures. Si vous faites un ensemble de mesures sur des arbres fait par deux personnes qui travaillent radicalement différemment, c'est-à-dire l'une avec un mètre, l'autre avec un laser et le troisième avec la méthode des proportions, c'est des choses qu'on peut faire aussi, c'est tout bête, on peut mesurer la hauteur d'un arbre sans mètre et sans laser, juste avec un double décimètre. Je vous expliquerai ça si vous voulez plus tard. Eh bien, forcément, les mesures ne vont pas avoir la même précision, vous êtes d'accord avec moi? Donc, même si c'est bluffant, même si vous arrivez à des choses qui sont du même ordre de grandeur, vous n'avez pas la même précision. Donc, quand vous voudrez mettre en exergue toutes ces mesures faites par trois catégories de personnes qui ont travaillé sur ces mesures ensemble, dans un seul pool, dans un seul échantillon, pour essayer d'extraire l'information et ensuite de trouver une nouvelle base de connaissances, vous allez avoir un biais, ce qu'on appelle un biais, c'est-à-dire une erreur due à la conception de cette base ou à la conception de l'échantillon que vous avez fait. Donc ça, c'est très important quand vous allez faire vos projets, d'avoir plutôt peu d'informations mais fiables qu'une quantité d'informations qui vont nous donner un modèle faux. Je vous parlerai de modèles à bon escient quand on y reviendra, quand on aura mangé un peu de soupe, on verra quel modèle on peut faire. Alors du coup, quand on a mis tous les enregistrements de tous les individus dont on dispose dans un seul élément de stockage, informatique en l'occurrence, on parle d'entité ou de table. Alors par exemple, on peut considérer en SQL qu'il s'agit d'informations reliant compilant tous les individus que nous avons à notre disposition. Et ben voilà, ça donnerait ça par exemple. C'est-à-dire, ça continue, je ne fais pas défiler vers le bas de l'écran, mais vous voyez que vous avez une infinité de données, ou du moins une très grande quantité de données, tout indicé. Alors, ne faites pas attention aux codes, ils ne sont pas obligés de se suivre. L'essentiel, c'est que les codes soient différents, qu'on ne confonde pas le code 1 avec le code 5, par exemple. Vous voyez, ici, on a un sapin, ici, un peuplier. Donc, vous voyez que la parcelle peut être la même, par contre. 0,22 va contenir un pin, et 0,22 va contenir un peuplier. De la même façon, 95 contient deux bouleaux, et ces deux bouleaux sont différents. Vous voyez bien, la notion d'individu, c'est important. Et ces deux bouleaux n'ont pas du tout le même état de santé. Il y en a un qui a un état de santé moyen, l'autre qui est bon. Donc il y en a un, on va le surveiller, on va commencer à lui mettre une marque, et puis peut-être que s'il se rétablit, on va le garder, sinon on va être obligé de
l'abattre et de mettre un nouvel arbre à sa place pour pouvoir justement entretenir la forêt. Bon, vous avez compris que, eh bien, il va y avoir une structuration de cette table qui va être de 3 natures. Sa représentation qui vous remet en mémoire ce qu'on avait fait pour le modèle conceptuel des données, ça y ressemble beaucoup, hein, ça c'est dans Access. Sa structuration, vous voyez ici là comment c'est structuré, on a un ID, on retrouve effectivement tous les en-têtes des colonnes, numéro de parcelle, hauteur numérique, circonférence. Ah oui, et on précise le type en plus, hein, c'est ça qui est génial. L'état, un texte court, et puis on met une petite description, ça mange pas de pain, comme par exemple l'état, c'est la santé de l'arbre, et circonférence, la circonférence en mètres. Et puis bien sûr, nous avons la vision du contenu. Toujours dans le même logiciel Access, nous allons voir qu'effectivement, nous pouvons rentrer maintenant dans cette structuration-là différentes informations qui correspondent à celles que j'ai mises ici et qui se retrouvent exactement dans la même condition, c'est-à-dire séparées, champ par champ, variable par variable, et à considérer en ligne par individu et en colonne par variable. Alors vous allez me dire, oui, mais là, les lignes, c'est des variables. Ben, en fait, là, on est en structuration, on n'est pas en contenu. Donc, effectivement, le logiciel préfère voir la variable comme définie dans différentes lignes. C'est la structuration. Mais le contenu, vous voyez bien que c'est individu ligne et variable colonne. Une fois qu'on a défini la façon dont s'organise l'information, on passe au contenu, c'est ça la base de données, donc on est vraiment logique. Alors, on pourra parler aussi de vue des variables ici. Et là, vous avez d'autres logiciels qu'Access, comme par exemple SPSS, qui est un logiciel qui traite plutôt des données d'une façon statistique et modélisatoire, eh bien, a la même façon de voir les choses, c'est-à-dire variables et vue des données. Hein, vue des variables et vue des données, parce que dedans, il n'y a que des données, et ici, il n'y a que des descriptions de variables. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière les tables? Quel est l'élément au-dessus dans la structuration des données, dans l'organisation des données? Vous l'avez compris, ce sont les bases de données. Les bases de données qu'on peut voir comme regroupant différentes entités et les reliant entre elles. Alors par exemple ici, si je veux m'intéresser au suivi des arbres, vous voyez, j'ai constitué une petite base de données. Vous voyez ici que vous avez une entité arbre qui va être reliée à l'entité suivie, et puis vous avez des observateurs dans l'histoire, des parcelles, ça c'est très important, le type des arbres, et puis l'état de l'entretien. Est-ce qu'il faut qu'on applique une méthode, quelle va être l'équipe qui va le faire, etc. Donc vous voyez ça, c'est la notion de l'organisation des données. Et encore ça, c'est la vue de la structure, c'est pas la vue des données. Donc la vue des données, il faudra faire des requêtes pour pouvoir replacer l'information et comprendre comment ça s'organise. Donc là, vous voyez, il faut que le cerveau comprenne comment il structure l'information pour pouvoir rétablir en quelque sorte le contexte de cette information pour pouvoir l'exploiter. Donc là, c'est comment c'est structuré. C'est structuré d'une façon logique, économique. On appelle ça d'ailleurs le modèle logique des données, et c'est ce vers quoi nous allons aller progressivement. Bien, alors qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la notion de base de données? On entend souvent parler de banque de données et on entend aussi parler d'entrepôts de données, les fameux data warehouse. Alors les banques de données, il n'y a vraiment pas de consensus là-dessus, hein. C'est quelque chose qui, pour certains, on va dire, spécialistes, peut être rattaché plutôt au contenu, alors que les bases de données, ça serait plutôt la structure. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les data warehouse? Les data warehouse, ce sont des bases de données décisionnelles, c'est-à-dire des bases de données qui se servent d'autres bases de données, qui compilent plusieurs bases pour arriver à avoir une information la plus complète qui soit, par exemple dans une entreprise, avant de prendre une décision. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une information limitée à une seule base, on va essayer de voir si on n'a pas d'autres parcelles d'informations qui seraient disponibles ici et là dans d'autres bases de données et accessibles, par exemple, à l'entreprise, pour pouvoir prendre une décision en analysant vraiment tous les éléments qui constituent les individus et peut-être la population à laquelle ils se rapportent. Donc, vous voyez, la notion de base de données décisionnelle pourrait être mise un petit peu au-dessus de celle de base de données. La notion de banque de données avec cette histoire de contenu, on dit aussi que pour certains spécialistes, une banque de données est la réunion de plusieurs bases de données. Allez donc savoir, toujours est-il que le consensus structurel, c'est plutôt le mot
base de données, hein, le vocable base de données. C'est-à-dire que tout ceci n'est qu'un épiphénomène dans le monde des bases de données, mais il faut savoir que ça existe. Il y a des services qui sont associés, ça aussi c'est quelque chose qui pourrait être un élément qui caractériserait ce mot banque de données. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'après vous? Bah, c'est pas compliqué, hein. Ce qu'il y a au-dessus, c'est la notion de serveur et de réseau. Hein. Les bases de données, les banques de données, les bases de données décisionnelles vont finir sur des serveurs, pas forcément partagés, hein, ça peut être de l'intranet, hein, c'est pas forcément de l'internet, hein, et des réseaux qui sont soit propriétaires dont les propriétaires sont soit des groupes privés, des associations, des entreprises, ou alors au contraire des grandes multinationales comme par exemple Google, mais pas seulement. Et vous avez l'Internet qui se dessine derrière avec des serveurs dédiés à l'entrepôt de ces bases de données, à entreposer ces bases de données, à les stocker afin qu'elles soient disponibles aux utilisateurs, soit en ligne, soit en les téléchargeant, et faire en sorte qu'effectivement, il y ait une réponse en temps réel. Donc, vous voyez, la base de données, c'est en quelque sorte l'endroit où on va trouver des données, et le serveur, ben, c'est en quelque sorte, avec les réseaux qui y sont associés, l'élément opérationnel qui fait que eh bien, on va pouvoir utiliser vraiment les données de n'importe quel endroit du monde qui sont contenues dans la base de données, à condition bien sûr d'avoir un accès au réseau qui les dessert. Alors, vous avez commencé à comprendre que, avec notre cours introductif, que ces serveurs consomment énormément d'électricité, énormément d'eau, hein, et donc la notion de base de données n'est pas forcément quelque chose qui est associé à un geste écologique. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, si nos bases sont faites pour la bonne cause, on s'y retrouvera à moyen terme ou à long terme avec le bilan carbone. Bon, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Alors réfléchissons bien, réfléchissons bien. Eh ben, il y a le fameux big data. C'est ça le big data, l'ensemble des serveurs qui contiennent l'ensemble des bases de données, qui contiennent l'ensemble des données qu'on puisse imaginer, qui connectent ensemble l'ensemble des ordinateurs en réseau, qui font que nous avons de facto, oui, un big data qui existe, mais de là à dire qu'on peut le manipuler, je vous en ai déjà dit quelques éléments, ça c'est fort douteux et encore très utopique. Et de toute façon, je vous l'ai dit à titre d'exemple, du big data en flux Internet, nous ne pourrions analyser que 3 minutes de flux Internet et ça nous prendrait 3 ans. Hein. C'est-à-dire que l'ensemble des données que l'on pourrait stocker dans les espaces de stockage jusqu'à vos téléphones, à vos clés USB, vos disques durs, les serveurs et compagnie, tout compris, ça serait que 3 minutes de flux Internet. Donc vous voyez que le big data, s'il existe, on a encore du mal, nous les humains, à le palper, à le stocker et à l'analyser, sinon en temps réel, d'où la notion de vélocité. Alors les 5 V, je vous éclaire, hein, c'est les fameux 3 V classiques, volume, vélocité, variété. Alors, volume, c'est du très gros volume, plus gros que ce que pourrait imaginer l'homme et toutes les machines qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc, nous avons besoin de robots qui vont manipuler ces données, nous avons besoin d'espace de partage et d'échange de ces données. Mais comme elles sont tellement volumineuses, eh bien, nous savons aussi qu'elles sont vite effacées, puisqu'on ne peut pas toutes les stocker. Et donc, cette notion de vélocité, tout est en flux, tout disparaît rapidement. Et il faut donc pouvoir récupérer une information de synthèse. Hein, c'est pourquoi on va peut-être stocker les résultats des traitements que les données qui ont permis d'arriver à ces résultats, d'où le danger d'ailleurs de pouvoir retrouver les traces ensuite. Et puis, vous savez que ces données sont d'une variété très grande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à la variété des données. Alors, on rajoute souvent deux éléments à cette notion de variété, volume et vélocité. C'est la véracité. Une donnée ne peut être exploitée que si on en est sûr, si elle est vraie, si elle représente une part de vérité. Si elle est entachée d'erreur ou si elle est, on va dire, douteuse ou si elle n'a pas son historique qui permet d'avoir une certaine crédibilité de sa valeur, eh bien, on ne va pas arriver à exploiter les choses de façon certaine et on arrive à des modèles faux. Et vous savez bien que comme le big data n'est que mal exploité ou très peu exploité, alors à titre d'exemple, je vous dirais que sur 100% de données,
qui sont disponibles et gérés par unité de temps, on peut en analyser que 30%, c'est-à-dire qu'il y a 70% qui sont définitivement perdus. Donc c'est du gaspillage et notamment du gaspillage d'énergie. Et puis valeur, le big data génère plus ou moins de valeurs qui sont associées bien sûr à la qualité de ces données, leur rareté, leur importance. Il y a des données qui valent rien et il y a très peu de données qui valent beaucoup plus qu'une très grosse base de données qui est plutôt normale ou peu intéressante. Donc, vous voyez, volume, vélocité, variété, véracité et valeur sont les 5 V. Vous entendrez souvent parler des 3 V, mais les 5 V sont d'actualité. Alors, si on enlève toutes les intermédiaires, du big data au data, finalement, on se retrouve avec un ensemble de 0 et de 1. Le big data, c'est finalement des entités qui sont stockées dans des ordinateurs sous forme de 0 et de 1. Imaginez le bazar si on perd la structuration et l'organisation des données. Alors, c'est assez cocasse, assez amusant d'une certaine façon et plutôt intriguant et inquiétant sur un autre volet. Donc, c'est à vous de choisir si ça vous intrigue ou ça vous amuse. Moi, je dis simplement qu'il y a un monsieur qui s'appelait Leibniz, qui est le père de la notation binaire, qui ne s'en serait sûrement pas étonné, parce qu'il voulait tout expliquer par les mathématiques, et notamment il s'est aperçu qu'il y avait un codage qui était beaucoup plus simple que le codage réel, c'est le codage binaire qui est à la base de la synthèse de l'information, et finalement, sans lui ou sans ces pionniers qui ont pensé au binaire, donc vous voyez, le binaire est le parent pauvre en quelque sorte de nos applications quotidiennes en mathématiques, et c'est pourtant à la base de notre organisation des données. N'hésitez pas à consulter ma chaîne qui propose d'autres vidéos sur les data sciences. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité et à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.